Alors, bonsoir à toutes et tous. Pour des questions de bonne organisation, nous vous invitons à fermer vos micros parce que j'ai entendu qu'il y avait des micros ouverts chez les participants. Voilà, ce qui va créer des interférences dommageables. Donc, merci de couper vos micros. En revanche, vous pouvez laisser vos caméras activées si vous le souhaitez. Voilà, ce sera plus agréable pour les intervenantes plutôt que d'avoir à faire face à des écrans noirs. Ceci dit, cette rencontre est enregistrée et sera mise en ligne sur le site du Volcan. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez activer ou pas vos caméras. Alors, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette université populaire qui, je le rappelle, est une manifestation qui est portée par le Volcan et l'université Le Havre-Normandie. Alors, depuis le début de ce deuxième confinement, nous nous efforçons chaque fois que c'est possible de proposer les rendez-vous en ligne. Donc, ce soir, il s'agit de notre troisième rendez-vous virtuel qui s'inscrit dans le format des rencontres aux arts citoyens. Ce sont des rencontres où nous donnons la parole, plus particulièrement à des artistes qui revendiquent un engagement, qui revendiquent de porter sur la scène leurs questionnements et leurs engagements dans le champ social. Le thème ce soir porte sur un sujet tabou qui est la place de la sensualité et de la sexualité chez les personnes âgées, et notamment les personnes âgées qui résident en EHPAD, ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. La compagnie rouennaise La Magouille a choisi d'en faire le thème de son spectacle Feu Feuruit, un spectacle coproduit par le Volcan que vous pourrez découvrir, nous l'espérons très fort, au mois de janvier, du 18 au 22 janvier prochain, au Théâtre des Bains-Douches, qui co-accueille ce spectacle avec nous. En fait, ce sera vraiment la création du spectacle à cette date-là, puisque le spectacle devait être créé à Fécamp et que malheureusement, la fermeture des théâtres l'a empêché. Donc, pour parler de ce sujet et de cette démarche artistique, nous avons le plaisir d'accueillir les artistes Solène Briquet et Cécile Lemaître de la compagnie La Magouille. Bonsoir Cécile et bonsoir Solène. Bonsoir. Vous êtes comédienne, marionnettiste, metteuse en scène et vous avez choisi de développer dans votre compagnie La Magouille un théâtre qui mêle le jeu de l'acteur avec des marionnettes ou des objets. Vous êtes accompagnée ce soir par Manon Besto, qui fut votre complice dans cette aventure artistique. Manon Besto, bonsoir. Vous êtes sexologue clinicienne au CHU de Rouen en gynécologie obstétrique. Vous intervenez également au service gériatrie de l'hôpital de Oissel, qui dépend du CHU de Rouen. Et c'est d'ailleurs là que vous avez fait la connaissance de la compagnie La Magouille, qui intervient elle-même depuis de nombreuses années en hôpital gériatrique. Alors, vous allez pouvoir, vous les auditeurs, poser des questions bien entendu à nos trois intervenantes. Je vous rappelle très rapidement le petit protocole technique. Nous vous invitons d'ailleurs à poser ces questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit. Vous cliquez en bas de votre écran sur l'onglet Discussion si vous avez un PC et sur l'onglet Mac, sur l'onglet Converser, pardon, si vous avez un Mac. Ces questions vont s'afficher dans la fenêtre qui est à droite de l'écran et au moment voulu, soit nous vous donnerons la parole pour que vous les posiez vous-même en activant votre micro, soit nous en ferons le relais. Voilà, alors écoutez, on rentre dans le vif du sujet et ma première question, elle est pour Céline, Cécile et Solène. Racontez-nous comment et pourquoi ce sujet s'est imposé à vous. Déjà, bonjour à tous, enfin bonsoir aussi à cette heure-ci. Alors, on va remonter plusieurs années en arrière. Il y a maintenant 6 ans,
nous avons eu la proposition avec Solène de poser nos bagages au sein d'un EHPAD qui fait partie du CHU de Rouen, un lieu qui s'appelle l'EHPAD Boussicot, à Mont-Saint-Aignan, dans le but de s'implanter sur le territoire, de faire des choses, enfin, d'être en échange avec les résidents qui habitent là. Et donc, au tout début, ça nous a fait envie et en même temps un petit peu peur à la fois. C'était un univers que nous ne connaissions pas du tout. On s'est dit, ben, peut-être pour commencer, on va déjà aller voir ce que ça nous, voilà, ce qui se passe, comment on réagit les uns les autres, qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi inventer ensemble, qu'est-ce qu'on va pouvoir partager de nous à eux et vice versa. Et donc, au tout démarrage, on a choisi de faire une première année de test, hein, comme ça, où on y va régulièrement et puis on apprend à connaître les gens, le personnel aussi. Et donc, on se disait sur quoi on va partir, sur quelle thématique, qu'est-ce qui va nous accrocher tous ensemble, qu'on aura envie d'approfondir et de questionner. Et donc, on a choisi de faire des lectures, d'y aller régulièrement pour faire des lectures, lire des textes de plusieurs époques, des textes dramatiques contemporains, mais pas que, et pour voir voilà, comment les gens se situent par rapport à ces univers littéraires-là, où est-ce que les gens réagissent, comment ça rebondit. Et en fait, on s'est rendu assez vite compte que dans tout ce qu'on proposait, là où on arrivait le mieux à emmener les gens avec nous, c'était sur des textes qui parlaient aux sensations, qui parlaient au corps de manière générale. Voilà, des choses assez concrètes en fait, finalement. Et donc, il y avait autant Alors après, on avait deux pistes. On avait une piste qui était plus voilà, sur les plaisirs de la vie au sens large, la bonne chair, la nourriture. Il y avait un texte sur le chocolat qui a fait vraiment fureur. Et puis à côté, il y avait tout ce qui va être de l'ordre du désir, des mots doux. Et puis on s'est dit quand même, on a aussi vu des situations, voilà, des histoires d'amour empêché. On a vu qu'il y avait des nœuds aussi à certains endroits. Et on s'est dit, mais et aussi en discutant avec les gens, ils nous ont dit, mais nous, ça nous ferait du bien qu'on nous dise des mots doux. Et on s'est dit, allez, on va, enfin voilà, d'expérience, après toutes ces lectures et puis ces réactions, on s'est dit, tiens, on va s'emparer de ce sujet-là. Et on a décidé, en fait, donc je peux vous peut-être faire la topographie du lieu où on travaillait. Donc, c'est un grand parc avec 2 bâtiments, donc avec des gens qui habitent dedans. Et nous, on a accès, voilà, mis gracieusement à disposition par le CHU de Rouen, un espace de travail où on peut expérimenter, fabriquer des prototypes de marionnettes, voilà, faire notre micmac artistique. Et on avait très envie de faire venir les gens dans cet espace-là, mais c'était un petit peu compliqué d'ordre pragmatique, de manque de personnel, c'est des gens dépendants, donc pour les faire traverser le parc, tout de suite, ça pose tout de suite question. Et donc on s'est dit, mais il faut absolument qu'on puisse, on puisse transmettre notre art à ces gens-là, en fait. Et si le fait de traverser le parc, c'est un problème, il faut que nous, on vienne à eux. Et donc, on a décidé de créer des petites formes. Ce qu'on appelle petites formes, nous, ça va être des petits formats courts, des mini-spectacles. Et on s'est dit, on va faire des mini-spectacles qui vont rentrer dans les chambres de 9 mètres carrés. Et on a décidé d'adapter comme ça trois grandes œuvres de la littérature amoureuse. On a appelé ça Héros en bref. Donc, dans ces 3 œuvres, on a choisi L'amant de Lady Chatterley. Ah oui, alors les photos que vous voyez, on va en parler un petit peu après. Excusez-moi, j'interviens. Voilà, ça va être le deuxième stade de ce qu'on va vous raconter. Donc, on a décidé de faire ces 3 petits morceaux. Donc, on avait L'amant de Lady Chatterley, Autant n'emporte le vent et Roméo et Juliette. Et
on s'est dit, on va faire, voilà, c'est des grandes œuvres, c'est des gros livres, et on va essayer de faire un format très court, de maximum une demi-heure. Voilà, avec le jeu, on alterne toujours entre jeu d'acteurs et manipulation d'objets ou marionnettes. Et on a été comme ça jouer ces petits morceaux dans toutes les chambres de cet endroit-là. Donc ça a été une première grande étape. Ce qu'on a remarqué en fait par rapport à Héros sans bref dans les chambres, c'est que par exemple, donc moi j'accompagnais Cécile quand elle jouait l'amante d'Eddie Chatterley, et en fait on jouait à 1 mètre en général maximum de chaque personne, soit alitée, soit dans le siège de sa chambre. Et en fait, donc moi j'étais en général postée derrière la personne qui était assise dans le siège ou dans son lit pour être de façon à être la plus discrète possible. Et ce qu'on a perçu en fait, c'est vraiment le souffle de la personne âgée quand quand dans tous les moments d'émotion ou de sensualité qui se racontaient dans l'histoire. Et du coup, ça nous a donné envie en fait de prolonger le fil. En tout cas, nous on s'est dit à cet endroit-là, il y a quelque chose et on sent que ça fait du bien et ça a déclenché pas mal de choses en fait à l'issue des représentations. Il y avait beaucoup de discussions après, où voilà une petite photo de donc Lady Chatterley. Là, c'est une photo de Lady Chatterley où on va dire que je raconte l'histoire avec un petit théâtre de papier. En fait, tout sort d'un magazine comme ça de jardin. Les petits décors et tout se fait avec les mains. Donc, il y a la main de la lady puis la main du garde-chasse. Et ça y est, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, Solène. Et du coup, pour rebondir sur cette photo, en tout cas, c'est vrai que ce qui était chouette, c'est qu'on débarquait vraiment dans l'univers des gens chez eux. Donc là, on était chez en fait, on a joué autant chez l'habitant ce projet que dans les chambres de l'EHPAD Boussico. Et du coup, on prenait part à l'univers de chaque personne. Donc là, c'était un monsieur qui était fan des années 50 et des pin-up. Donc on a beaucoup... on s'est beaucoup marré parce que du coup, la Lady Chatterley était complètement en décalage avec son univers et en même temps, c'était super chouette d'avoir ce genre de rencontre, d'amener autre chose. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions après les représentations, qui faisaient appel à des souvenirs de sensations affectives. Et en fait, voilà, avec ces petites formes, on a été invité par le CHU, donc à l'époque c'était Denis Lucas, à venir jouer dans différents sites en fait de l'hôpital, parce que le CHU, il y a plein d'hôpitaux, de sites différents sur toute l'agglomération rouennaise, et donc on a été à la rencontre de nombreuses personnes comme ça dans différents établissements, dont l'hôpital de Ouassel. Et donc, on a joué à l'hôpital de Ouassel, où on a rencontré une équipe qui était très curieuse, très intéressée, qui nous a très, très bien accueillis. Et à l'occasion, nous avons rencontré Manon Besto, qui en a fait part de notre projet. On dit, bah oui, on est là pour une journée. Et donc, on nous la présente comme nouvellement sexologue dans cet établissement. Donc, on se dit, mais c'est super, mais curieuse de part et d'autre du travail que chacune mène. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une envie très forte de l'équipe d'inventer quelque chose. Bienvenue. Donc voilà, il y a eu une envie commune en fait de mener un projet ensemble, de tirer ce fil aussi de la besoin de tendresse. Et on a commencé 3 nouvelles journées. Merci. Alors
Hélène, je vais te laisser prendre la suite. Donc en fait, on a rencontré cette équipe donc c'était l'hôpital gériatrique de Wassel. Et pour nous, ce qui était hyper agréable, c'est qu'on a rencontré une équipe qui était pleine d'envie, en fait. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. C'est un putsch artistique. Oui, pour nous, en fait, ce qui a été super, c'était de rencontrer une équipe qui avait très envie de mener un projet et qui avait envie de réfléchir sur un processus où, en fait, le mot-clé qui est sorti au bout de quelques rendez-vous, c'était un principe de tendresse pour soi. Et pour nous, ça a vraiment été le déclic de toute cette, enfin voilà, la prolongation des roses où on s'est donné cet axe de travail-là. Et en parallèle, on était en train de travailler sur un spectacle jeune public, Blanc comme neige, qui est venu jouer au Volcan il y a un petit moment d'ailleurs. Donc on avait une marionnette inuite qu'on a vue dans les photos de tout à l'heure. Donc c'était un enfant taille humaine de 5 ans, plein de fourrure. Qui fait que, en fait, avec cette marionnette, on déambulait dans les couloirs de l'hôpital et en fait, les gens s'accaparaient la marionnette et avaient en fait, voilà, prenaient le bras, la tête, prenaient progressivement le corps de l'enfant et comme c'était une marionnette du coup assez légère mais néanmoins avec un poids, du coup l'emmener sur leurs genoux, la serrer fort dans les bras et puis murmurer tout un tas de choses en fait à l'oreille de Blanc comme neige, lui demander, lui faisait prêter un peu serment de revenir autant que possible et de voilà, et ce qui était chouette, c'est qu'avec cet enfant, on a pu aussi se permettre voilà, toute la joie et l'innocence de l'enfance qui déambule dans les couloirs, qui saute sur les lits, qui raconte tout et n'importe quoi, qui fait partir dans son univers du Grand Nord, du pôle Nord, qui parle de sa grand-mère qui lui manque au pôle Nord. Et en fait, on a pu embarquer les gens parce qu'on partait dans autre chose et néanmoins toujours voilà, dans donner, répondre à ce besoin de contact. Et puis, en fait, avec le temps, voilà, donc du coup, on a eu des grands moments de câlins comme ça, de confidence, sur des histoires de tendresse, mais aussi des histoires des moments de désespoir, des moments de... on a un peu tout traversé aussi des personnes de grande complicité, je dirais. On a eu des rencontres assez fortes où les gens, par exemple, la dame que vous voyez sur l'image, est complètement consciente du jeu marionnettique. C'est des gens qui ont toute leur tête. Pas toujours, mais et en fait, ils acceptent très bien le code. Ce sont des marionnettistes, donc on nous salue quand on arrive, on nous dit au revoir quand on part, mais entre les deux, c'est cet outil intermédiaire, cet objet intermédiaire qu'est la marionnette, je vais m'en servir et je vais m'en servir comme médiateur ou comme peluche géante où je vais retrouver des gestes maternants, tout en étant complètement conscient du code qu'il y a des marionnettistes derrière en fait. Et du coup, au bout d'un moment, on a eu le besoin de faire fabriquer un homme parce qu'il y avait des endroits un peu où ça frottait. Enfin, on sentait qu'on avait besoin de pouvoir donner une parole libre à un homme euh, parce qu'il y avait des besoins autres sur un peu plus la sexualité qui avait besoin de s'exprimer. Et en fait, à partir de là, on a pu vivre en fait, donc il s'appelle Gaston, ce personnage, et on a pu vivre des grandes histoires d'amour et de tendresse à un autre niveau.
Il y a des gens qui ont vraiment plongé dedans, mais toujours en étant complètement conscients hein, de l'objet, de l'outil. Et pour nous, ça a été aussi l'objet pour passer en fait pour passer en dialogue avec les soignants. Et c'est vrai que du coup, Gaston, il était aussi celui qui pouvait avoir des discussions sérieuses avec les soignants, mais qui pouvait aussi poser des questions sur comment ça fonctionne le métier d'aide-soignant, voilà, c'est quoi l'avantage, pourquoi vous m'appelez Gaston, pourquoi vous m'appelez pas mon petit chou. Et en fait, nous, comme on récoltait les paroles de tout le monde, la marionnette pouvait avoir cette parole libre de mettre un peu les pieds dans le plat. Pourquoi il n'y a pas du vin le midi, pourquoi j'ai pas du chocolat avec mon café. Mais aussi pourquoi on ne mettrait pas un panneau sur ma porte pour que je sois tranquille l'espace d'une demi-heure, une heure s'il le faut, pour avoir mon temps d'intimité à moi. Et puis, c'est vrai, quand tu disais par rapport aux soignants, pour nous, ça a été une vraie porte d'entrée d'avoir Gaston. Parce que nous accompagnons Gaston, donc c'est une marionnette à taille humaine qui pèse un petit poids. Donc voilà, on la manipule à deux, enfin toute seule ou à deux. Et on était dans ce rapport voilà, de soutenir la personne, d'être à son service, de l'accompagner. Et donc, avec Solène, on a joué un peu les aides-soignantes novices maladroites. Et ça a été pour nous l'occasion de poser plein de questions en fait aux professionnels, disant mais comment vous faites comment vous faites et en fait, au fur et à mesure, ça a été l'occasion de faire des stages, entre guillemets, où on nous a appris le métier, les confidences, ah oui, comment on fait pour faire la toilette avec Gaston s'il est réfractaire, enfin voilà, comment plein de choses. Ouais. Et comment et pourquoi ça se passe comme ci et pas comme ça. Et en fait, le fait d'avoir ce support de Gaston, pour nous, ça a été une vraie porte d'entrée pour nous introniser en fait auprès des soignants. Et ça leur a apporté aussi beaucoup d'humour dans des espaces voilà, qui ne sont pas toujours drôles non plus. Et on sentait que ça a mené de la respiration et pour les résidents et aussi pour le personnel. C'est une super belle aventure. Alors, on reviendra tout à l'heure sur le travail que vous avez mené avec les soignants. Là, ce que vous nous avez expliqué, effectivement, de manière très, très claire et très forte, c'est le pouvoir incroyable de ces marionnettes à taille humaine qui ont libéré, en quelque sorte, un peu une parole chez les personnes âgées, et notamment par rapport à leurs attentes en termes de sensations, en termes de sensualité ou de sexualité. Et du coup, je me tourne vers Manon Besto. En quoi, Manon, consiste le rôle d'une sexologue au sein d'un service de gériatrie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre travail? Alors, d'abord, je voudrais vraiment remercier l'Université populaire du Havre d'avoir pensé à parler du concept de sexualité pour les aînés, le troisième âge, les seniors, plein de mots politiquement corrects, pour ne pas dire la sexualité des vieux. Alors, c'est courageux, c'est honnête hein, de penser à la sexualité des vieux, et c'est aussi ce que font les comédiennes de la Magouille, que je remercie tout autant. Parce que si on regarde les magazines, on va trouver la sexualité à 30 ans, on va trouver la sexualité à 40 ans, à 50 ans aussi, ça se trouve. Mais alors après, ça c'est un grand désert. Il n'y a rien, c'est rien de rien. Il y aurait comme une date limite de consommation. Et au ministère de la Santé, dans le monde éducatif, pour la formation du personnel soignant, on dit toujours la vie affective et sexuelle. Affective d'abord et sexuelle ensuite. On commence par aimer, ça on peut en parler. Et éventuellement, si il y a une vie sexuelle, pourvu qu'on en parle le moins possible. Alors moi, je change en douce le titre et je dis la vie sexuelle et affective de nous, les moins jeunes, et c'est bien dans l'ordre sexuel
et affective après. Parce que moi, je suis sexologue. Je ne vais pas vous faire un discours à l'envers, je ne suis ni psychiatre, ni psychologue, professionnellement à 2 doigts de la retraite. J'ai une consultation hebdomadaire, évidemment, en gynécologie obstétrique au CHU de Rouen. Et j'ai ce qui n'est pas habituel, ni banal, ni toujours bien compris, une vacation mensuelle au CHU de Wassel, là où j'ai rencontré nos amis de la même. Alors, c'est quoi un sexologue? Un sexologue, je m'occupe de l'amour, mais de la partie concrète, physique, corporelle. Le mot corporel, c'est important. C'est ça, je m'occupe de l'amour corporel. C'est mon chemin. Et sur ce chemin qui s'appelle communément la sexualité, eh bien, il y a 2 gros écueils, 2 obstacles. Le premier, on n'y pense pas forcément au premier abord, eh bien, ce sont les enfants. Ben oui, le problème général des enfants, hein, donc je m'explique. À l'origine, pourquoi précisément faut-il qu'un être humain mâle pénètre un être humain femelle? Ce fameux coït, pourquoi? Ben oui, c'est pour faire des enfants, c'est pour procréer. Donc c'est l'acte sexuel par excellence, avec un grand A qui s'impose dans cette histoire de perpétrer l'espèce. C'est cela la sexualité commune. L'idée enfant dirige l'affaire. Et je dirais dirige trop souvent l'affaire. Et ce constat me vient vraiment de mon expérience clinique. Les gens viennent en consultation de sexologie quand les enfants sont faits. À quoi ça sert de continuer? Quand les enfants ne peuvent plus être faits, il y aurait un avant la ménopause, un après la ménopause. Et surtout, quand on ne veut pas faire d'enfants, le fameux rêve de la liberté sexuelle, surtout, aucune conséquence aux actes que l'on fait. Alors que hors de cette problématique enfant, on oublie trop souvent qu'en plus de cette sexualité primaire, il y a la dimension du plaisir sexuel. Et pour le plaisir sexuel, il y a des organes dédiés à ça. Pour l'homme, c'est pas très compliqué, c'est le pénis, hein, réponse facile. Et pour la femme, d'habitude, quand j'ai un public, j'interpelle en demandant quel est l'organe du plaisir sexuel de la femme. Et alors là, j'ai plein de réponses, hein. C'est le cerveau, le vagin, les ovaires, l'utérus, les seins, tout le corps. Non, le plaisir sexuel, c'est le clitoris. Hein, donc, pas seulement le petit bouton apparent, mais évidemment toute la partie interne aussi. Et on commence à l'étudier, c'est d'ailleurs ce que je fais avant. Alors, comment ça marche, cette histoire de plaisir sexuel, hein? Comment ça marche, la sexualité? Comment ça fonctionne? Alors, oui, il y a les déclenchements de substances chimiques, hein, l'endorphine, l'ocytocine. Alors, l'agitation des neurones, ça c'est intéressant, hein, ça c'est ce qui se passe dans la tête là-haut, là, et qui fait les rêves et les fantasmes. Et mobilisation de tous les sens. Ça, c'est vraiment bien ici. Oui, parce que la fonction sexuelle, elle part du corps, elle se déploie dans le corps, elle s'exprime dans le corps, elle fait bouger le corps. Donc, c'est une très bonne nouvelle. La fonction sexuelle semble ne pas avoir franchement de limite. Et je vous ai parlé de 2 obstacles. Eh bien, le deuxième, c'est la maladie, bien sûr, et la vieillesse, le corps moins fringant. Hélas, oui, il y a des freins objectifs à l'exercice sexuel. Alors, si on continue de penser que le top, le Graal, c'est la pénétration, ce fameux sexe d'homme en érection tel un étendard flambant qui va pénétrer un vagin de femme accueillant et parfaitement lubrifié par un puissant désir, eh bien là, on ne va pas aller très loin. Je vous prédis les motifs classiques de consultation sexologique: panne d'érection, baisse de libido, douleur et autres multiples raisons de prendre rendez-vous chez moi. Parce qu'on est dans la réalité, on n'est pas dans le rêve. Le coït n'est pas la sexualité tout entière. Alors je dis toujours, il y a le couple parental d'un côté et il y a le couple intime. Le couple parental commence par le coït et s'épanouit en famille. Le couple intime, comme son nom l'indique, commence par soi-même.
on a un clitoris, un pénis, ou deux clitoris, ou deux pénis. Ne jamais être sectaire dans le domaine des libertés individuelles, dont les propriétaires de ces charmants organes décident d'avancer ensemble. Et j'explique que contrairement à ce que les hommes essaient de nous faire croire, personne ne fait jouir personne. On peut accompagner, on peut donner un petit coup de pouce, mais pour une sexualité épanouie, il est préférable de bien se connaître corporellement et n'attendre de l'autre que des encouragements complices, pas forcément des actes. Je vous assure que si on considère les choses comme cela, les écueils de la maladie et de la vieillesse sont beaucoup plus faciles à contourner. En clair, n'hésitons pas à changer le regard sur la sexualité. Il faut prendre en considération le potentiel sexuel au sens large de chacun. Le potentiel que chacun a envie de développer ou que un ou une autre propose de développer alors qu'on n'y pensait plus. Alors évidemment, tout va toujours mieux si on peut laisser s'exprimer ce potentiel qui est en nous, en quelque sorte le meilleur de nous-mêmes. Une main pour caresser, une peau pour recevoir la caresse, des images passées à revisiter, des fantasmes oubliés ou à réenvisager, des odeurs et des goûts qui transportent. Mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a hélas des considérations plus globales, plus sociales, le tabou sexuel et la honte qui va avec. Tout ce qui n'est pas procréatif, directement rentable pour l'espèce humaine est mal vu et ça fait des millénaires que ça dure. Alors que tout le monde dit par ailleurs, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Faudrait savoir. Prenons le tabou des tabous. Le premier grand interdit qui découle de cette réduction à la seule sexualité reproductive, j'ai nommé la masturbation. Cet apprentissage, cette compréhension de soi-même, garçon ou fille, la masturbation est tolérée chez l'adolescent, considérée comme déplacée quand on est à deux, et carrément inimaginable quand on avance en âge. Pourtant, par exemple chez la femme, le clitoris ne disparaît pas à la ménopause. Et pour tout le monde, quand on a compris qu'on a besoin de personnes pour son plaisir sexuel, je vous assure qu'on a fait un grand pas dans son autonomie. La masturbation qui, à ma connaissance, n'a jamais tué personne, c'est l'interdit des interdits. Toute une partie de la psychanalyse et de la psychologie juge d'ailleurs la pratique masturbatoire infantilisante un pis-aller, le bas de l'échelle. Et si vous avez mis l'échelle à l'envers, où est le mal de la masturbation? Pourquoi crier au loup quand il n'y a pas de loup? La masturbation, c'est quoi? Eh bien, c'est avant tout un jeu. D'ailleurs, dans le couple intime, tous les actes sexuels peuvent être vécus comme des jeux, avec les normes conditions du consentement réciproque. Et comme la masturbation n'est ni plus ni moins qu'un consentement à soi-même, je ne vois pas où est le problème. Le jeu en sexualité est une composante indispensable. Si on n'a pas envie de jouer, eh ben on ne joue pas. Si les autres n'ont pas envie de jouer avec vous, eh ben on a le droit de jouer tout seul. Mais souvent, ça dérange, parce que l'autre se sent obligé de participer. Mais non, rien n'est obligatoire. À Wassel, pour être proche des patients âgés, donc pour changer le regard, nos amies comédiennes font des spectacles avec les marionnettes ou objets divers sur le thème Eros. Elles déambulent, comme elles vous l'ont dit, dans des chambres et utilisent la fonction que moi j'appelle l'objet transitionnel. C'est un jouet. Avec la marionnette, un câlin, une caresse, un mot débute une relation qui est bien corporelle. Les patients retrouvent et se réapproprient leur sensualité. Les jeunes aident des vieux à se retrouver eux-mêmes. La sensualité est tout simplement là. Et la sensualité, eh bien, c'est l'expression de la vie. Alors, c'est sûr, l'amour procréatif à un âge limite, une date de péremption, la ménopause, éventuellement la longue-pause, mais la vraie fonction sexuelle amoureuse, plus large et plus généreuse, franchit ces deux limites, qu'on le veuille ou non. L'amour n'a pas d'âge et la fonction sexuelle non plus.
les sensations, l'émotion sexuelle, ça existe, qu'on le veuille ou non. Alors ne faisons pas la politique de l'autruche et laissons les sensations s'exprimer tant qu'on est en vie. Et je conclurai par une phrase que ma maman me disait: ne nous plaignons pas de vieillir, d'autres n'ont pas cette chance. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, merci Manon Besto. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. Du coup, je ne sais pas qui a commencé la première dans cet hôpital de Wassel, si c'était vous, et après la compagnie La Magouille qui est arrivée après, je crois que c'était comme ça. Mais du coup, cette rencontre avec ces artistes vous a permis d'aller plus loin. Comment? Que faisiez-vous avant avec les patients ou avec le personnel soignant? Et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place après, grâce justement à la présence de la magouille? Qu'on comprenne ce que vous faisiez avant et ce que vous avez pu faire après, en vous appuyant sur leur travail artistique. Mais avant, déjà, quand on arrive et qu'on est sexologue, c'est ouh là là, c'est qu'est-ce qu'elle vient faire là, puisque à cet âge-là, il n'y pense plus. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, ben, les comédiennes de la Magouille, elles m'ont, mais ça a été merveilleux, ça a été une bouffée d'air, si vous voulez, de se dire, ah, elles comprennent que on va faire quelque chose ensemble, c'est-à-dire que c'est possible de toucher, c'est possible d'aimer à nouveau, c'est possible. Donc moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des ateliers des sens. Et ça a été possible avec elle, puisque on a fait, et toujours grâce à la marionnette, puisque la marionnette, les gens se projettent dessus. Tout d'un coup, ça y est, on est ailleurs, on autorise, quoi, vous voyez, on autorise une relation et on les laisse, ils font ce qu'ils veulent, donc c'est merveilleux. Parce que la sexualité, c'est les souvenirs aussi. Les gens, si vous voulez, un monsieur qui va dire une chose un peu choquante ou un monsieur qui va se retrouver avec une érection au mauvais moment, tout d'un coup, il va être stigmatisé. C'est un obsédé ou ça va pas. Donc, du coup, il se referme. Il se referme sur lui, il n'ose plus rien faire. S'il a pris la main et puis d'une dame et que on a dit oh bah, il arrête pas de draguer celui-là, mais même si c'est une autre personne ou si c'est gentiment dit, va y avoir des retraits parce que ils sont déjà pas autonomes, c'est déjà difficile, donc on va pas oser. Aimer, c'est une prise de risque quand même. Le couple intime créé, c'est une prise de risque. Donc là, les marionnettes ont permis on rentre dedans tout de suite. C'était vraiment merveilleux. Enfin, moi, vas-y, je l'ai senti comme ça. Oui, si je peux te compléter, Manon, j'ai senti que, enfin, en tout cas, chez certaines personnes, le fait de pouvoir d'abord rentrer en contact avec la marionnette, qui est vraiment, ça a été vraiment un confident, et pour des personnes qui sont parfois très seules et qui n'osaient pas forcément exprimer leurs besoins ou leurs requêtes à du personnel soignant en blouse blanche. Voilà, Manon, tu as aussi une blouse quand J'ai aussi une blouse là-bas. blanche, bien Et en sûr. fait, le fait de pouvoir en parler avec Gaston, par exemple, euh, Gaston allait se faire volontiers médiateur de ses requêtes en disant mais Extraordinaire. moi aussi j'aimerais bien, je sais pas, oui, avoir du chocolat pour le café ou d'avoir un moment dans la journée où personne ne rentre dans ma chambre parce que j'ai décidé qu'à ce moment-là, personne ne rentre dans ma chambre. Et ou aussi poser clairement la question de à quand, enfin des fois un peu lourdeau, à quand l'assistance sexuelle, à quand aussi voilà, quelqu'un pour m'assister si j'ai envie de, enfin plutôt pour des questions de fin de vie aussi, d'être assistée pour partir plus vite. Enfin, il y a eu plein de thèmes abordés en tout cas. Donc vraiment la marionnette a servi de médiateur parce que voilà, les gens se cachent aussi derrière quelque part. Bon, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est la marionnette, mais en fait la marionnette ne fait que relayer ce que les personnes proposent. En fait, nous on a fait juste rebondir sur ce que les gens nous proposaient.
et vivre les expériences que les gens avaient envie de vivre. Voilà, si on a envie d'imaginer que Gaston, voilà, et c'était… Enfin, voilà, il y a eu plein d'histoires. Je ne peux pas vous donner plein d'anecdotes, mais voilà. Enfin, en ça, ça a pas mal Oui, rebondi. par exemple, oui. Dans les ateliers d'essence, on était plusieurs, et alors on faisait fermer les yeux à quelqu'un et on lui faisait découvrir quelque chose. Alors par exemple, on avait pris une petite des lingeries, enfin un petit soutien-gorge par exemple, ou une petite culotte. Et alors donc, elle cherchait, alors, et les autres regardaient, donc est-ce qu'elle va oser dire qu'elle reconnaît, alors donc, et en fait, tout le monde rentrait tout de suite dans le jeu de dire, ah mais oui, ah oui, c'est une culotte, alors quand elle avait trouvé, on ouvrait les yeux, et après, alors tout le monde riait, et tout le monde se rappelait, il s'autorisait à se rappeler des souvenirs, et après on proposait, mais alors, bon, on va la donner à qui? Et alors là, c'était incroyable parce que du coup, il la donnait à quelqu'un de la table. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre du souvenir sexuel, donc du sexuel, qui se passait entre deux personnes juste à une table, mais ça recrée des émotions et c'est ça l'important. C'est que quand la sexualité, elle est plus là, mais bon sang, soyons sensuels et autorisons-nous à créer des… Et après, les gens qui avaient échangé, par exemple, un collier de perles ou un petit truc, après, on voyait bien qu'ils avaient eu ce petit contact-là et on retrouvait un petit sourire après dans le restaurant. On voyait bien qu'il y a une connexion qui s'est faite de l'ordre du plaisir, de l'ordre de… ben oui, c'est ça, c'est de la sexualité. Sachant que l'idée, c'était pas de devenir entremetteuse, mais en tout cas d'être vraiment sur… Pas. Mais en tout cas, c'était pas Non, pas du l'enjeu tout. non plus. Mais c'est vrai que c'était surtout de se faire du bien, en fait, et de passer des bons moments ensemble, en fait, et de convoquer des bons souvenirs, et pourquoi pas pouvoir libérer la parole, mais aussi se faire rencontrer des gens pour être moins seul dans les chambres. Et bien sûr, après, du coup, les soignants ont beaucoup mieux compris ce que je voulais faire parce que quelquefois, les soignants, ils sont comme tout le monde, ils sont comme vous et moi, ils ont leur vision de la sexualité. Et c'est pour ça que là, je pense qu'on va parler maintenant du spectacle, puisque c'est aussi de là que ça a découlé, que le soignant et c'est pas si facile que ça pour lui non plus, puisque les expressions, les fluides sont les expressions aussi. Les fluides, bah, voilà, c'est tout, c'est pas simple. Alors justement, à ce stade-là, on vous a écouté toutes les trois. Est-ce que certaines personnes voudraient intervenir et poser des questions? Je crois qu'il y a des soignants qui nous écoutent, des soignants en EHPAD, s'ils veulent intervenir déjà, avant qu'on aille plus loin et qu'on rentre peut-être dans le spectacle et dans la construction du spectacle. Donc, voilà, on va, si les questions n'apparaissent pas, on va continuer l'échange, mais sachez que voilà, vous pouvez les poser, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'onglet discussion de votre ordinateur. Elles s'afficheront, et si vous ne voulez pas les poser vous-même, je les poserai pour vous sans aucun problème. Alors, en attendant que ces questions arrivent, du coup, ce spectacle, parce qu'évidemment, vous allez nous raconter, Cécile et Solène, comment vous avez fait pour le construire, quelle dramaturgie, comment vous avez écrit ce spectacle, comment vous avez choisi vos marionnettes, vos personnages. Racontez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, tout d'abord, donc c'est vrai que avant dès la deuxième année, on va dire, dans cet hôpital, on s'est dit c'est trop fort ce qui se passe ici. Il faut absolument qu'on partage ça, qu'on fasse une création qui parle de ce sujet-là, qui aborde cette thématique, qui parle de ce besoin criant de contact autre que médical, et voilà, et puis de faire part aussi de toute la vie. Enfin, nous, à chaque fois qu'on repartait de là-bas,
qu'on était pleine de sourire, de force de vie en fait, et on trouvait ça vraiment puissant. Donc on s'est dit, en 2020, on va faire une création, il nous faut tant de temps pour le faire, et la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on invite un auteur ou une autrice vivant à nous rejoindre pour qu'on lui fasse part de cette thématique, de toutes nos anecdotes, pour écrire une pièce. On a cherché un petit peu autour de nous, mais vraiment, on s'est dit là, il faut un texte dédié. Et donc, on a décidé de passer une commande d'écriture. Donc, on a rencontré plusieurs auteurs, et donc le texte de la pièce est écrit par Julie Amint. C'est une jeune autrice qui a fait l'ENSAT à Lyon, et donc en lisant son écriture, ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'il y a un côté toujours assez concret, en fait, assez pragmatique, et d'autres moments où ça part dans des envolées plus poétiques, plus intimes. Et donc ça, on va dire, ce contraste-là nous plaisait bien par rapport à ce projet. Et donc, elle a accepté. Et on s'est rencontrés, on lui a raconté beaucoup de choses. On lui a donné aussi nos carnets de notes. C'est vrai qu'on a pu prendre beaucoup de notes au fur et à mesure, beaucoup d'anecdotes. Julie a rencontré Manon également. Elles se sont entretenues toutes les deux. Et puis voilà, donc il y a ce texte qui est né Elle avait aussi, par ailleurs, mené un atelier d'écriture en EHPAD pendant un certain temps, donc c'était aussi un univers qu'elle connaissait déjà. Enfin, pour nous, c'était important. Et dans les choses, au niveau de la commande, parce que, on va dire que c'est une carte blanche, mais pas complètement, c'est-à-dire que nous, on a fixé un cadre qui était celui-là. On lui a dit, nous, on aimerait que le personnage central soit un personnage d'aide-soignante. Voilà. Et que cette aide-soignante puisse rencontrer sur son chemin dans la pièce plusieurs personnes âgées, mais qui est vraiment ce phare en fait de mettre en lumière ce métier-là. Ça, il faut penser que c'était en 2017 qu'on a passé la commande d'écriture. Voilà, on n'en parlait pas comme on en parle d'aujourd'hui de ce métier-là. Pour nous, c'était vraiment important de mettre ce métier des petits gestes du quotidien, de prendre soin, se laver, mettre de la crème. Voilà, les petits gestes concrets que les gens ne peuvent plus faire tout seuls. Ces gens qui rentrent dans cette sphère intime de par ces gestes-là, on avait vraiment envie de le mettre en lumière. Et donc, on lui a demandé un personnage central d'aide-soignante qui gravite autour de personnes âgées, et on a fixé à 5 le nombre maximum de personnages âgés par rapport aussi à nous, nos logiques au plateau et de nombre de marionnettistes au plateau, etc., etc. Du coup, ce qu'on savait aussi dans cette contrainte, c'est qu'en termes de dispositifs, on avait fait des recherches. Et pour nous, ce qui était assez évident pour mettre en œuvre un spectacle sur ce sujet-là, c'est que les aides-soignants seraient des comédiens et marionnettistes, et que les personnes âgées, les personnages de personnes âgées, seraient des marionnettes. Parce que pour nous, c'était évident que deux marionnettes, mais marionnettes taille humaine, et du coup, c'était évident que le rapport était là d'entrée de jeu, et aussi que la marionnette taille humaine puisse raconter la sensation de dépendance, le fait de prendre soin, le fait de tout ce qui va être de l'ordre du contact, d'être vraiment en prise directe. Et en fait,
Après, en fait, on a pris le temps de réfléchir à qui allait construire ces marionnettes et on a rencontré Amélie Madeline, une factrice de marionnettes. Et la demande était d'avoir 5 personnes âgées avec des personnalités propres et assez différentes, des problèmes de dépendance différents. Donc, on a un personnage qui va être sur un déambulateur qui a du mal à se déplacer, mais qui a plutôt toute sa tête et pas mal de paroles. On a aussi une personne qui est plutôt alitée ou qui se déplace en fauteuil roulant. Et donc il y a tout un tas de personnages comme ça avec chacune ses caractéristiques. Et notre envie première pour ces marionnettes, c'était de mettre en valeur la peau, de faire des beaux vieux et de les valoriser en fait et de donner l'envie de les toucher. Parce que pour nous c'était important en fait de mettre en valeur cette envie de contact. Et on lui a aussi demandé que dans ses corps, quand il bouge, en fait, qu'on sente les bourrelets du corps, les plis du ventre, les rides du visage quand ça tourne, quand elle tourne la tête, etc. Donc là, vous avez Marilou qui est sur son déambulateur. Et c'est vrai que dans la pièce, par exemple, il y a énormément de moments de toilette. Et cette scène-là, c'est une scène qu'on aime particulièrement parce que Lucie, l'aide-soignante principale, en fait, a plusieurs problèmes dans sa vie personnelle, dont le fait de se faire larguer par son petit ami. Et la qualité des soins s'en ressent, ça va être vraiment ça la trame de la pièce. Et en fait, à ce moment-là, on a Marilou qui est un personnage qui a décidé de ne plus parler. Ce jour-là, elle est complètement bougonne et néanmoins, on va entendre ses pensées. Et donc, Lucie essaye tant bien que mal de lui soutirer un sourire, une blague, essayer de discuter, faire la discussion, parce que de toute façon, le moment de la toilette, c'est aussi un moment dédié d'intimité, mais aussi de temps de parole. Où on a quelques instants privilégiés pour échanger. Et donc, on va entendre là, par exemple, Marilou qui va dire qu'elle en a ras-le-bol de cette odeur de gel hydroalcoolique, qu'elle en a, que les gants, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable pour faire la toilette, qui plus est la toilette intime. Et que peut-être qu'elle n'aime pas qu'on la lave tous les jours et qu'elle préfère aussi garder sa propre odeur parce que c'est pas si mal. Et tout. Donc il y a tout un tas de choses qui vont s'exprimer dans ces moments de toilette et qui sont mis en œuvre par le texte de Julie. Peut-être qu'on pourrait montrer aux auditeurs un teaser du spectacle ? Allons-y. Alors, en attendant qu'il arrive pour présenter, donc c'est un teaser de spectacle qui date d'il y a 1 an, donc qui était dans un moment de travail. Donc il y a pas mal de choses qui comme des images en chantier, on va dire. Ça fait bientôt 10 ans. 10 ans, Marilou. 10 ans que ses lèvres n'avaient plus effleuré qui que ce soit. Ici. Ici. Et là. Oh, Jeanne,
vous avez raison. L'évidence n'en est plus une, si coûte que coûte, on y résiste. C'est peut-être sur le montée de lit de Jeanne qu'on peut être un peu plus fou. Comme du temps d'avant l'arthrose, mon corps m'obéit et m'appartient et me respecte. Oh non! Oh non, non, s'il vous plaît. Non, pas ça. Ça va aller. Allez, vous allez tout saloper votre maquillage. D'ailleurs, pourquoi vous avez appelé votre spectacle Feuferwitt? Alors, Feuferwitt, c'est une réplique de la pièce. En fait, donc dans les images, vous avez pu voir une marionnette assez fine, assez fluette, assez petite. Ce personnage s'appelle Jeanne. Et Jeanne, elle n'a plus l'usage de la parole. Elle ne parle plus avec des mots comme vous et moi. Donc, elle se fait très bien comprendre parce qu'elle est très expressive, mais elle ne parle plus. Jusqu'à un moment où en fait, elle va… En fait, au fur et à mesure que Lucie est moins à ce qu'elle fait, les résidents, tous autant qu'ils sont, vont exprimer de plus en plus fort leurs besoins. Et Jeanne, en fait, elle va faire comprendre aux autres qu'il est temps de se faire entendre. Et notamment, elle va prendre la parole, où elle va dire ces mots « Feuferwitt, Feuferwitt d'ardure ». Et en fait, elle va être très bien comprise par un autre personnage qui s'appelle Amélie. Et Amélie, elle m'a dit, mais oui, bien sûr, absolument, à un moment, il faut apprendre à écouter, il faut se faire entendre. Et donc, voilà, c'est un peu la traduction de Feuferwitt, se faire ouïr. Donc, voilà un peu l'explication du texte. C'est pour ça qu'on rajoute aussi le sous-titre pour donner un petit indice, parce qu'on a bien conscience que tout tiré par les cheveux. Mais en tout cas pour nous, c'est assez puissant comme expression. Voilà, ce personnage qui parle pas du tout, qui est complètement mutique et tout d'un coup va dire ça et qui va mettre en plus en œuvre, je vais pas tout vous dévoiler, mais ce qu'il faut pour se faire entendre. Parce que la pièce de Julie, comme disait Solène, il y a plusieurs moments où elle fait entendre ce qui se dit pas. Ce qui se pense, mais ce qui se dit pas, ce qu'on ne peut pas dire. Et donc, à plusieurs moments du spectacle, donc les marionnettes dialoguent entre elles, donc elles ont des bouches articulées, donc elles peuvent parler comme des acteurs presque. Et puis, il y a des moments de pensée intérieure. Il y a des moments où le personnage s'arrête dans son action et puis va partir dans ses pensées, comme tout à l'heure, Marilou dans la toilette de Marilou. Et on va avoir accès à ce que la personne pense vraiment. Alors qu'en vrai, elle pourrait dire le contraire. Mais on a accès à ces pensées-là. Mais c'est vrai que autant c'est un principe en théâtre d'acteur d'avoir accès aux pensées, c'est parfois un peu compliqué. Autant en marionnette, ça a vraiment une dimension, voilà, en tout cas, ça prend toute son ampleur au plateau. Donc voilà, vraiment, par rapport au titre, c'est vrai que faire entendre ce qui se pense, et puis voilà, ils ne sont pas tous d'accord non plus, hein, chacun est singulier, mais c'est vraiment la force de ce texte-là. Alors, il est déjà 19h, le temps passe très vite. Il y a quelques questions qui sont arrivées. Donc, prévoyez-vous de jouer ce spectacle en EHPAD dans un monde idéal et sans crise sanitaire? Est-ce que ce serait techniquement possible? Alors, je ne pense… Alors, nous avons besoin… Alors, on peut parler de nos besoins. Ouais. On a besoin d'un plateau assez grand. On a besoin
que ça fasse minimum 8 mètres de long par la même chose de profondeur, un grand carré de 8 par 8, et que ce soit qu'il y ait le noir possible et des accroches de lumière. A priori, on a plutôt besoin d'un théâtre. Ça serait plutôt un partenariat avec un lieu culturel. Mais voilà, après, il y a peut-être des établissements qui ont ce genre d'infrastructure, mais en tout cas, on n'a pas encore croisé sur notre route. En fait, en tournée, il y a 5 à 6 personnes. Du coup, c'est quand même une équipe assez conséquente. Il y a beaucoup plus gros, on en convient. Et après, par contre, on a vu ce qui commence à s'imaginer avec ce projet, c'est qu'il y a des séances tout public le soir de façon assez classique, mais il y a aussi des séances en journée qui sont elles-mêmes tout public, en tout cas qui sont pensées tout public, où le public est assez mélangé, où il y a des scolaires, mais il y a aussi des personnes en EHPAD ou en maison de retraite qui peuvent venir de façon accompagnée ou de façon à mélanger des publics. A priori, c'est ce qui... Autre question, pensez-vous que les pratiques, alors elle s'adresse aussi à Manon, pensez-vous que les pratiques en EHPAD changent, sachant que la génération des 68 arts commence à arriver dans ces institutions? Ça dépend des 68 arts déjà, parce que s'il faut croire que les 68 arts sont tous libérés sexuellement, je crois qu'on se trompe. Voilà, ça c'est dit. Et, il y a des gens, il y a des résidents qui effectivement sont très libres dans leur sexualité. On voit bien qu'ils n'ont pas de problème existentiel, mais la vie en communauté, la vie, c'est pas facile parce que on va parler des fluides, là on parle des fluides et la pièce, elle parle effectivement des fluides qui sont là, le pipi et le caca dont je n'ai pas parlé, mais à ce propos, je voudrais dire qu'il y a 2 ou 3 fois où après le spectacle qu'elles font, j'ai la chance de pouvoir faire moi une petite intervention et là j'évoquerai effectivement tout le problème du pipi et du caca parce que bien sûr que c'est l'intimité de quotidienne que va voir l'aide-soignante et ça aussi c'est une émotion, c'est des sens, c'est pas facile. Donc après il y a une confusion entre est-ce que c'est pervers, pas pervers, naturel, pas naturel. Et là, il y a quand même besoin, même pour les soignants, d'être soutenus parce que c'est pas facile. La Après, liberté. par rapport à la question, en tout cas, nous, on espère qu'il y a des choses qui bougent. On voit que, en tout cas, c'est vrai que nous, à travers ce spectacle, on a le désir qu'en formation, il y ait davantage ce genre de thématiques qui soient abordées parce que de ce qu'on a cru comprendre, après, on ne veut pas faire une généralité d'un endroit qu'on n'a pas fréquenté, mais c'est que la thématique de la sexualité ou de la sensualité, elle est assez peu abordée. Ça va être peut-être évoqué quelques heures, mais néanmoins, ça reste délicat. Et en tout cas, nous, on est assez persuadés que sur l'endroit de la formation, il y a des choses à faire bouger. Après, il y a des choses dans notre société qui doivent bouger aussi sur les questions de besoin d'assistance sexuelle mais il y a aussi tout un tas de choses qui sont de l'ordre plus général de la tendresse, en fait, du soin, de prendre le temps sur la toilette, d'accompagner sur... Alors, il y a des soignants qui le font déjà très bien aussi et qui sont déjà dans cette démarche-là. Après, il y a des choses qui sont plus ou moins avouées, pas avouées. Il y a des endroits de malaise, tout autant qu'il y a des endroits d'aise. Je pense. Oui, c'est ça. En tout cas, rien que le fait que Manon intervienne dans un établissement gériatrique, moi je trouve que les choses avancent. De mon point de vue. Mais, on a aussi souvent d'établissements qui commandent,
qui commandent ou qui, voilà, où c'est déjà arrivé, qui ont reçu des lits doubles aussi pour accueillir des couples. Enfin, je trouve qu'il y a, voilà, enfin, on sent que chacun s'empare de la thématique. Après, selon les établissements, et puis le travail qui est mené en équipe, parce que voilà, c'est aussi pas facile d'aborder tous les sujets de front, hein, parce qu'il y a plein d'autres sujets à débroussailler. Manon, je te laisse la parole. Oui, non, mais je disais que c'est vrai que c'est la notion du jeu, c'est-à-dire que les soignants, c'est difficile parce qu'il y a des choses qu'ils doivent faire dans une rigueur, dans un protocole et tout ça. Et moi, évidemment, j'arrive, je suis la troublion et j'explique que mais c'est un jeu, c'est pas grave et c'est pas facile. C'est ça qui est vraiment pas facile puisque moi, même les soignants, quelquefois, ils osent pas venir me voir en me disant, euh, ben, tu sais, je suis un peu gênée là, parce ils ont peur que les autres vont dire, ah, elle est gênée. Enfin, c'est très complexe. Donc, c'est pour ça que moi, je fais de plus en plus de formations et je suis là, je traîne un peu partout, j'essaye de parler à tout le monde, de dire que c'est normal, l'intimité, c'est normal parce que c'est personnel. Donc, toute l'histoire de chacun est différente. Donc, là, on nous oblige, les soignants, on les oblige à des protocoles. Il faut faire ci. Là, l'histoire de l'odeur. L'odeur, ben oui, quelquefois, on n'a plus envie de se laver. Comme quand on était ado, comme quand on était gamin, on a envie de se sentir, quoi. Donc, mais dans l'ordre, il faut faire une toilette tous les jours. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y a une dame qui, son mari venait tous les jours et leur truc à eux, c'était qu'il l'habillait. Il l'habillait, il lui mettait ses habits. Il venait les voir tous les jours. Il venait la voir tous les jours. C'est une très jolie histoire. Et tous les soirs, donc, il préparait les habits. Et le matin, il arrivait vers 11 heures parce qu'il ne peut pas venir avant, donc à 11 heures. Et il y avait cet habillage de cette dame. Et un jour, j'arrive et je vois ce monsieur qui était un peu tristoun, donc je dialogue avec lui un peu, et il me dit, bah, elle est déjà levée, elle est déjà habillée. Donc, je vais voir dans le service et je demande bah, comment ça se fait qu'elle est déjà habillée parce que et du coup bien sûr que c'était avec bienveillance qu'elle avait été élevée avant parce qu'il y avait un problème, etc., etc. Mais ils n'avaient pas vu que ils ont cassé ce petit moment, ce tout petit moment qui était à eux deux. Et c'était très important ça. Donc moi, j'ai réussi à demander est-ce que elle, parce qu'en plus, elle était vraiment, je pense que les filles, vous voyez de qui je veux parler, et donc elle était un peu en fin de vie, donc il fallait vraiment privilégier ces moments qu'elle avait avec son mari. Même il se passe rien, ils vont pas se sauter dessus, mais voilà, l'habillage, quoi, c'est juste un petit moment. Toucher une peau, la main, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ça mon rôle en fait. C'est ça que j'essaie de faire. Voilà. Après, ce qui est pas évident, en fait, dans ce genre d'institution, c'est comment travailler ensemble à ces questions-là sans se sentir pointé du doigt en tant que Oui, soignant oui, 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 ou oui, tout à fait. parce que ah mince, on a mal fait et du coup on a rhabillé trop vite. Oui, Du coup, enfin, ce qui prend du temps, je pense, c'est vraiment de rencontrer ces métiers-là de sexologue et de soignant euh, pour créer un dialogue et du coup une confiance dans ces deux métiers-là pour réussir à travailler ensemble sur autant voilà, le métier de ce qui doit être fait, mais aussi les soignants ont totalement conscience qu'une grande partie de leur métier, c'est aussi voilà, le fait de prendre le temps de discuter, le fait de poser une main sur l'épaule ou de prévenir quand ils vont tirer la chaise, etc. Et,
Et après, forcément, il y a des endroits qui sont maladroits, mais enfin, je dirais en fait, comme avec tout un chacun. Et l'idée, c'est pas d'être contre les uns les autres, mais du coup, travailler ensemble. Et en tout cas, je dirais que là où il y a un besoin, c'est ça aussi. Enfin, c'est comment amener ce dialogue et ce travail collaboratif, en fait. Mais concrètement, par exemple, vous avez eu un retour du personnel soignant, que ce soit vous deux ou Manon Besto. Les choses ont mis beaucoup de temps à se faire ou pas, et à quel moment le personnel soignant vous a dit ben oui, là on sent qu'il y a des choses qui évoluent ou que les patients vont mieux parce qu'il y a eu tout le travail que vous avez fait. Est-ce qu'il a fallu, je ne sais pas, des mois, des années pour que pour que vous fassiez les uns aux autres et que ces choses-là puissent émerger ou Alors, on a eu beaucoup de chance. Moi, je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce que notamment Myriam Toufflet, qui est la responsable, enfin celle qui est chef et qui a eu l'idée de me faire venir en tant que sexologue ici, à Wassel, c'est très rassurant d'avoir l'appui de la direction. Hein, ça a l'air tout simple. Et au fur et à mesure, ben, ils se sont rendus compte que les patients vont mieux, les patients vont mieux, les patients sont plus souriants. C'est ça qui a fait que, évidemment, alors, les filles de la magouille, donc bien sûr, pour les soignants, elles ne parlent pas de sexualité, elles sont des comédiennes qui viennent faire des choses, mais quand même, elles se sont bien rendues compte qu'on était quand même un petit peu liés et que la notion de sexualité, il fallait arrêter de penser que j'allais, je parle cul, combite, pénétration. Non, je suis justement dans la sensualité, comme je vous l'ai dit. Quand la sexualité, elle ne s'exprime pas, et ben voilà, la sensualité, c'est tout ça, c'est énorme, c'est aussi de la sexualité. Donc, et maintenant, moi, je pense qu'on est bon. Mettre en place des ateliers, c'est pas facile, mais oui, ça va se faire, ça avance doucement. On a fait des panneaux, des petits panneaux que certains messieurs, notamment, on sait que après déjeuner, ils préfèrent rester dans leur chambre tranquillement. Et voilà. Et c'est très bien et c'est naturel, c'est normal. Il n'y a pas de problématique. Donc ça avance. Oui, oui. Soyons positifs. Nous, au niveau du temps, je dirais que dès les premières interventions où voilà, on est arrivé avec notre marionnette de blanc comme neige parce qu'on s'est dit bah, on va déjà aller rencontrer ces gens, on les connaît pas, on va partir avec ce qu'on a sous le bras. Et ça a été une énorme bouffée d'émotions parce que voilà, on a trouvé des moments d'effusion, de câlins, de gens qui touchent, qui caressent, qui ont besoin de contact. Donc en fait, dès la première visite, on va dire, c'est vrai que l'intérêt des gens et le fait qu'ils rentrent dans le jeu, ça s'est tout de suite produit avec les résidents. Et après, il nous a fallu une année pour voilà, et aussi avec l'arrivée de Gaston, voilà, ce nouveau résident qui arrive et dont nous on prend soin. C'est avec cette porte d'entrée-là qu'on a pu un peu plus voilà, faire l'équipe avec les soignants. En fait, au bout d'un, en fait, il y a eu tout un cheminement. Pour nous, ce qui était évident, c'était que avec les patients, ça allait rouler. Alors, il y en a qui refusent complètement parce que voilà, qui vont refuser la convention de la marionnette, mais c'est finalement assez rare. Et après, par contre, nous, on savait d'entrée de jeu que l'enjeu pour nous, c'était de conquérir le cœur des soignants et des infirmières parce que c'était aussi notre envie de montrer aussi l'utilité et de montrer qu'on n'était pas là pour infantiliser les patients, mais vraiment pour travailler ensemble et être à leur service, mais aussi pouvoir mettre de l'huile dans les rouages à des endroits où c'est compliqué. Et en fait, il s'est avéré qu'au bout de quelques mois, on a pu discuter avec une infirmière
où on a mis les pieds dans le plat en disant voilà, pour vous, ce qui est compliqué, c'est quoi dans votre métier et donc, il y en a une qui nous a répondu la toilette, c'est quand même parfois un peu délicat. Et ah bon, et du coup, ça pose le problème avec combien de personnes avec 2-3 personnes. Et puis, en fait, en fonction des personnes, avec plus, en fonction du personnel, de chaque personne du personnel, je veux dire, ça dépend. En fait, c'est plus ou moins compliqué parce que, comme disait Manon, chacun a son rapport à sa propre intimité. Donc il y a des choses à dépasser et même s'il y a un professionnalisme qui est là, parfois c'est compliqué de rebondir dans ces moments-là. Et en fait, pour nous, là où ça a été gagné, c'est que sachant cela, on s'est dit, nous, on a le désir d'apporter une bouffée d'air autour de ce moment-là, mais on ne pourra jamais y accéder. Et en fait, il s'est avéré qu'un jour, alors, on n'a pas senti comment ça s'était débloqué, mais un jour, dans les couloirs, une aide-soignante qui fait « Ah, salut Blanc-Neige, ça va ?» et dit « Aujourd'hui, je vais aller voir Madame Machin et j'aimerais bien que tu m'aides à venir faire la toilette. » Alors là, nous, ok, allez, on y va, mais t'es sûre? Parce que du coup, je suis là, mais en fait, il y a les copines, on va être 3 dans la chambre, du coup, ça va faire 5, ça fait pas trop de monde. Et en fait, bingo, on est rentré, on a fait une toilette. On a demandé à la dame qui était absolument ravie. Qui a joué le jeu complètement. On lui a choisi, en fait, Blanc comme neige, lui a choisi ses vêtements dans le placard, on amenait la serviette, on allait préparer. Et puis sur les moments d'intimité, comme c'était l'enfant de 5 ans aussi, je suis désolée, mais moi là c'est pas pour mon âge en fait. Donc moi je vais regarder par la fenêtre et puis je vais te raconter tout ce qui se passe. Voilà. Et du coup, de fil en aiguille, on est sorti de cette chambre et puis direct. On ne sait pas pourquoi, quelqu'un d'autre, ce jour-là, il s'était passé le mot. Et en fait, on a fait 3 toilettes d'un coup. Et on a pu percevoir des situations complètement différentes entre des moments où ça se passe de façon très fluide, parce qu'en fait, c'est aussi fluide de la part du soignant, mais aussi du patient, voilà, qui a pas de gêne. Et puis, à partir du moment où il y a une des 2 personnes qui a un peu de gêne, parfois, c'est un peu plus complexe. Et donc, on a vécu aussi ce genre de moment. Et pour nous, ce qui était super, c'était d'être là et d'avoir cette innocence de l'enfance pour parler d'autre chose, de ce qui se passe dans le jardin, de mettre les pieds dans le plat et dire et du coup, ça va, tu le vis comment la toilette? Parce que ça n'a pas l'air facile là tout de suite. Et du coup, la possibilité de mettre des mots et de créer du lien entre eux. Il y a eu des fois où ça a créé vraiment de la circulation parce qu'on sentait de part et d'autre, en tout cas, de la personne dépendante et du personnel de santé, que tout le monde était en apnée parce que c'est gênant, parce que le monsieur vient d'arriver. Voilà. Et en fait, ça a vraiment permis de la circulation, une bouffée d'air, de détourner aussi l'attention quelque part pour emmener dans quelque chose de poétique ou de visuel. Et donc, on ne pensait jamais pouvoir accéder à ce moment-là. Et là, on s'est dit, OK, il y a un truc où on peut aider à cet endroit-là. Et il y a aussi, c'est le moment où on a senti que ça y est, il y avait quelque chose de gagné avec l'équipe médicale. Et pour nous, ça, c'était essentiel parce qu'on s'est dit, ça y est, je dis elle parce qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes. Et on s'est dit, ça y est, on n'est plus perçu comme peut-être les indiques de la direction où on ne va pas être dans le jugement. Et en fait, nous, on est là... voilà, comme allié en fait. Loin, mais pour tout le monde. En tout cas, nous, c'était ça ce qu'on cherchait dans ce travail de territoire. C'était comment être l'allié de tout le monde. Autant mettre de l'huile dans les rouages. Oui. Malheureusement, il est déjà 19h20. Donc, il va falloir se quitter. C'est dommage que les soignants qui nous écoutent n'aient pas réagi, mais peut-être ce sera pour une autre fois, bien évidemment. Il y a une question, je me permets, Laurent, oui. De l'iPad de Virginie Leclerc. Oui, on parle bien de résidents en EHPAD et de patients à l'hôpital.
oui, oui. J'ai répondu que je travaille plus à l'hôpital, donc je suis désolée, j'ai Oui, oui. fois dit patient, plus souvent patient, mais Et en fait, à Wassel, c'est un hôpital gériatrique. Voilà. Donc, Oui. on parle de patient. Et en tout cas, merci infiniment à toutes les trois d'avoir témoigné de ce sujet et de cette réalité-là. Évidemment, on n'a fait qu'effleurer la question, mais c'était très intéressant et on découvrira avec beaucoup, beaucoup de plaisir et d'intérêt votre spectacle. On croise les doigts. J'en rappelle les dates, donc ce sera du 18 au 22 janvier au théâtre des Bains-Douches. Vous pourrez retrouver donc cette conférence en ligne sur le site du Volcan d'ici quelques jours. Nous avons également un compte Twitter où vous allez pouvoir, pour ceux qui ont Twitter, retrouver des traces de cet échange. Et puis, l'Université populaire vous donne rendez-vous au mois de janvier avec une rencontre avec le metteur en scène Jérôme Deschamps le 25 janvier, soit en ligne, soit en présentiel. On verra ça plus tard en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Merci Cécile, merci Solène, merci Manon, et on espère vous retrouver toutes les trois très bientôt à l'occasion de ce spectacle. Et merci à vous tous les auditeurs et passez des fêtes de fin d'année aussi bonnes que possible et à bientôt. Au revoir.